Dans cette capsule, on se rappelle l'audace formelle que propose Marc-Aurèle Fortin déjà dans les années 20, bien qu'il traite encore à cette époque du sacro-saint thème du paysage. Cette tendance, donc, à l'audace formelle va s'intensifier dans les années qui sont à venir. Il va même mettre au point dans les années 30, la technique sur fond noir et la technique sur fond gris, il va appeler, donc pour lui permettre de transmettre des luminosités particulières, comme ça qu'il veut donner à certaines de ses œuvres. Ce sont deux techniques de couches de peinture comme ça superposées qui lui permettent d'appliquer des couleurs pures, presque directement sorties du tube de peinture sur des fonds opaques, donc évidemment ou noir ou gris, ce qui lui permet d'obtenir des couleurs très lumineuses, très contrastées évidemment, où la couleur ressort, ou la valeur de la couleur comme ça ressort à 100%. On constate à cette époque, dans les œuvres de cette époque, combien la touche est devenue très large, comment la facture est riche, empâtée en certains endroits, dans des compositions qui s'avèrent presque abstraites. C'est donc dire qu'il trouve encore le moyen de réinventer son hymne à la nature perpétuelle. Puis ce sera la gravure, la caséide aussi, qui est une espèce de forme de gouache, si on veut, donc qui vont l'intéresser, qui vont supporter ces explorations formelles. Il brosse comme ça des tableaux d'une puissance inouïe, environ jusqu'en 1955, où les choses vont commencer à aller un peu plus mal. En fait, lui qui venait d'une famille richissime avait pu compter durant sa vie sur une rente d'héritier qui va lui permettre de nombreuses années de vivre comme ça sans préoccupation financière pour pouvoir donc se consacrer à sa carrière artistique. Mais à cette époque-là, en 55, les choses, comme je disais, se compliquent. Il est de plus en plus malade. Il a le diabète qui l'affecte de plus en plus. Il va en 56 être exproprié aussi de sa demeure à Sainte-Rose au moment de la construction de l'autoroute 15. Et il se retrouve donc affaibli, malade, vieillissant, sans logis. Et il va faire confiance à un homme du coin, un jeune homme, un certain Albert Archambault, dont il va le nommer mandataire finalement de toutes ses affaires. L'homme en question, certainement attiré par l'important pécule, évidemment, de l'artiste, va prendre ses choses en main et va l'amener vivre dans sa maison, évidemment, à lui. Mais au lieu de lui offrir la vieillesse tranquille qu'on aurait imaginée, évidemment, pour l'artiste, il va le contraindre à vivre dans une pièce pratiquement insalubre au deuxième étage de sa maison. Des milliers d'œuvres de Fortin vont à cette époque prendre le chemin du dépotoir parce qu'elles encombrent Archambault. Et Fortin disparaît ainsi de la scène artistique québécoise pour quelques années à venir. Il va falloir une enquête journalistique du journal La Patrie en 1966 pour réattirer l'attention sur l'artiste et surtout organiser l'aide pour de sortir évidemment de cette fâcheuse et misérable situation dans laquelle il se trouve. Il va finalement s'éteindre en 1970 au séminaire de Macamic en Abitibi, complètement aveugle et amputé de ses deux jambes, des conséquences du diabète qui aura été négligé. Triste sort, évidemment, pour le maître, mais ce n'est pas ce qui est foncièrement à retenir, évidemment, de la vie, de la carrière de Marc-Aurèle Fortin. Retenons surtout sa détermination à suivre sa propre voie au travers les tendances artistiques de son époque. Retenons aussi son traitement très audacieux, puis sa vision tout à fait particulière du paysage québécois, l'aspect très décoratif, la stylisation des formes, les couleurs très vives et très contrastées aussi qu'il aimait bien utiliser. Toutes des choses qui sont pratiquement qu'à lui, là, sa façon en fait, à lui de nous offrir toutes ces choses-là. Et surtout, retenons son extraordinaire inventivité et toute l'expérimentation technique à l'huile, à l'aquarelle, donc qu'il aura poursuivi comme ça toute sa vie. Autant de particularités qui auront fait de lui un pionnier, certes atypique, évidemment peut-être, mais indispensable à la modernité de l'art québécois.